À la une de ce journal, le ministère de l'économie a publié la nouvelle grille des prix des produits pétroliers. À Kinshasa, le litre d'essence va désormais se vendre à 2695 francs congolais contre 2685 pour le gasoil. Et encore un déguerpissement jugé irrégulier et illégal à Kinshasa. Un Mobutu a été forcé de quitter sa villa de la commune de la Gombe, pourtant acquis régulièrement il y a des décennies selon ses avocats. Et à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, après la crise, l'épée de Damoclès est tombée sur l'intérimaire en chef Olivier Mouchiete, suspendu par la ministre de l'Environnement. L'écarté était souvent en bruit avec son adjoint qui lui aussi est tombé. Et sur le continent, le Sénégal a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Amadou Ba, ancien ministre des Finances et des Affaires étrangères. Bienvenue à vous tous. À la une, le prix du carburant à la pompe a été revu à la hausse depuis le vendredi. Pour la zone ouest, le litre d'essence coûte désormais 2695 francs congolais alors que celui du gasoil revient à 6685 francs congolais. Selon le communiqué du ministère de l'économie, ce réajustement tient compte de l'évolution récente des paramètres de la structure des prix et vise également le maintien de l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Et dans l'actualité également, suspendu par la vice-première ministre en charge de l'environnement, Olivier Mouchiete a été remplacé à la tête de l'Institut congolais pour la conservation de la nature par Henri Kounzi, le désormais directeur général intérimaire. Son adjoint Vincent Ibongo, qui assumait l'intérim de directeur général adjoint, a lui aussi été remplacé. Eve Bazaïva justifie sa décision par la nécessité, dit-elle, de redynamiser l'ICCN aux fins d'atteindre les objectifs assignés. Selon nos sources, les conflits permanents entre Olivier Mouchiete et Vincent Ibongo seraient à la base de ce changement à la tête de cet établissement public. Le déguerpissement de la famille Mobutu de la résidence située sur le boulevard du 30 juin suscite les interrogations et inquiétudes des politiques et mouvements associatifs de droits de l'homme. Désiré Mobutu, fils du feu Mobutu, dénonce l'acharnement et accuse le ministre de l'Urbanisme et Habitat d'attribuer illégalement leur villa familiale au député national André Mbata. Jean-David Kilolo. Alors que la famille des Mobutu est en train de négocier avec le gouvernement sur le retour de la dépouille du maréchal en République démocratique du Congo, Joseph Désiré Mobutu Kambale monte au créneau pour dénoncer les tracasseries et menaces dont serait victime sa famille concernant les maisons qu'elles occupent. Depuis un certain temps, plusieurs anciens dignitaires sous Mobutu, Kabila père, Kabila fils, sont inquiétés et délogés des maisons et villas qu'ils occupaient depuis plusieurs années. Après Zoé Kabila, Jeannette Kabila et tant d'autres au mois d'août, en ce mois de septembre, c'est Joseph Désiré Mobutu de vivre la même scène de déguerpissement. En date du 13 septembre, une réquisition de la force publique a été émise sur demande du ministère de l'Urbanisme et Habitat pour déguerpir la famille de la villa qu'ils occupaient depuis plusieurs années sur boulevard du 30 juin, numéro 154 A et B. Un acte jugé illégal par les victimes. Et nous avions demandé au tribunal de réparer. En fait, le manque à gagner de toutes ces années, on n'a pas été au pays où la propriété a été habitée par de différentes personnalités politiques. La villa numéro 154 A et B sous boulevard du 30 juin aurait été attribuée au député national et premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, à titre locatif, selon un document du ministère de l'Urbanisme et Habitat qui circule sur les réseaux sociaux. Face à cette situation qu'il trouve injuste, toutes les victimes des déguerpissements illégaux sollicitent l'implication du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour qu'elles entrent dans leurs droits respectifs, car État de droit l'exige.
Et la caravane de paix de Vital Kamerhe est à l'étape de Bukavu dans le sud Kivu. L'ancien directeur de cabinet du chef de l'État a pris part à un culte d'action de grâce en compagnie de plusieurs membres et cadres de son parti UNC. Un rendez-vous consacré essentiellement à la célébration de son acquittement. Vital Kamerhe, son épouse ainsi que ses enfants, accompagnés du vice-gouverneur du Sud Kivu et de certains notables de la région, les cadres et militants de l'UNC y compris, ont participé à ce culte. Dans son homélie, l'officiant du jour a indiqué que cette célébration avait pour but non seulement de remercier Dieu pour sa bonté, mais aussi pour lui soumettre la suite de la tournée à Mani pour que l'objectif poursuivi, celui du retour de la paix à l'Est, soit atteint. Profitant de l'occasion, le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, a prononcé un court discours, revenant ainsi sur les objectifs de sa tournée. Je pense parfois que j'ai raté ma vocation. Je devais être pasteur parce que je ne vous dis pas comment ça fait plaisir de prêcher l'amour, le pardon, la solidarité, la cohésion, la paix, la gratitude et la reconnaissance. Il s'y est de rappeler que la tournée à Mani reprend ce dimanche 18 septembre avec la descente du président national de l'UNC, Vital Kamerhe, à Walungu, son village natal. Et après son séjour dans la capitale, la gouverneure du Haut-Lomami a regagné sa province. À Kinshasa, Isabelle Kalenga a rencontré le chef de l'État et plusieurs autres autorités avec qui ils ont discuté sur la problématique du désenclavement de sa province. Jacob Simbi. C'est une mission réussie pour la gouverneure du Haut-Lomami. Lors de son séjour dans la capitale, Isabelle Kalenga a rencontré le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et plusieurs autres autorités. C'est dans le souci de faire entendre la voix sur les désenclavements du Haut-Lomami. Isabelle Kalenga Mushimbi vient de regagner son fief. Nous avons eu le temps de rencontrer plusieurs autorités au niveau national. Et là, nous avons eu le temps de parler des difficultés que rencontre la province. Nous étions avec les chefs de l'État, nous avions pu parler des difficultés que rencontre la province et avec lui nous avons plus évoqué les difficultés, l'enclavement de la province. Et par rapport à l'enclavement, la solution que j'ai dû proposer, c'est réhabiliter la route nationale numéro 1. Les vice-gouverneurs, les membres du Conseil de sécurité sont de son gouvernement, mais aussi les forces vives ont fait les déplacements de l'aérodrome de Kamina qui a renvoyé du monde. Pour attirer les investisseurs, Isabelle Kalenga Mushimbi pense à l'énergie. Nous avons aussi parlé de l'énergie. Nous avons besoin de l'énergie si nous voulons attirer les investisseurs à venir ici chez nous. La solution, c'est d'abord faire une liaison de cette haute tension de Kibula vers la ville de Kamina. Nous avons parlé aussi de cette centrale électrique de Kilubi. Nous avons évoqué tout ce que nous pensons qu'au départ, nous devons décoller. Lors de son adresse à la foule, la patronne du Haut-Lomami a rassuré son peuple de l'engagement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut engager les capitaux frais pour les relèvements du Haut-Lomami dans l'amour et la cohésion. Et soulagement aussi pour les usagers de la route nationale numéro 39 à Kolwezi dans le Lualaba. Les travaux d'élargissement de cet axe qui s'étend sur 65 km ont remarquablement évolué. Les embouteillages enregistrés autrefois, surtout au niveau du rond-point Mwangeji, ont complètement disparu. C'est depuis le mois de juillet 2021 que les travaux d'élargissement de la route nationale numéro 39 avaient été lancés par l'autorité provinciale du Lualaba. Cette route était l'objet de beaucoup d'accidents de circulation et des embouteillages, surtout au rond-point Mwangeji. À ce jour, les travaux ont été exécutés conformément aux attentes de la population suivant la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 4 bandes ont été construites en lieu et place des 2. Les véhicules poids lourds et légers roulent en toute fluidité, mais certains conducteurs en abusent déjà, comme le témoignent quelques usagers. À l'étape actuelle, l'entrepreneur est concentré à l'érection des drains de part et d'autre pour la canalisation des eaux, un motif de satisfaction pour les motocyclistes.
Et les travaux du colloque international sur les 10 ans de l'OHADA se sont clôturés sur une bonne note. Présent à la cérémonie finale, le professeur Taylor Lubanga estime que 10 ans après, les défis à relever sont encore là, mais les aspects positifs de cette insertion juridique et judiciaire impactent déjà. Reportage de Bénédicte Ntoya. Ouvert le 15 septembre, les travaux du colloque international sur le 10 ans de l'adhésion de la RDC à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique OHADA se sont clôturés vendredi. Les nouveaux défis rencontrés dans l'implémentation des actes uniformes qui sont des règles communes a été le thème abordé par Taylor Lubanga, professeur de l'université de Kinshasa. Les objectifs des pères fondateurs de l'OHADA, celui de l'intégration économique principalement, qui passe par l'intégration juridique, laquelle est un transfert par un groupe d'États à une organisation de leurs compétences dans un domaine précis et en l'espèce de domaine judiciaire et juridique. C'est dans l'implémentation des règles communes que l'on découvre les obstacles que nous avons tenté de relever. Éclairant la lanterne des participants, le chargé de mission du chef de l'État explique ce qu'il qualifie des faits positifs et juridiques. Quand on prend 10 ans d'application chez nous des actes uniformes et donc des règles communes, on s'est dit 2100 articles, 10 actes uniformes. L'on peut compter statistiquement un acte par 2 ans. Ceci est pour nous d'un apport considérable, à la fois dans la réforme du droit attendu, mais aussi dans le changement de la mentalité, ou même dans l'adaptation de la mentalité juridique, qui, elle, a évolué dans un concept idéal, conçu et implémenté dans cette matérialité pour la faire évoluer. Il s'y est de signaler par ailleurs que la République démocratique du Congo pourra, au début de l'année 2023, prendre le règne de l'organisation des conférences des chefs d'État et des gouvernements de l'OHADA. Désormais, le parti politique Congo Positif a un nouveau secrétaire général nommé par Dieudonné Nkishi. Le nouveau secrétaire général devra préparer le parti à affronter et gagner les élections prochaines. D'autres descentes en province sont en vue. La réorganisation se poursuit au sein du parti politique Congo Positif, alors que le mouvement doit tenir un congrès pour désigner les candidats présidents de la République en 2023. Un nouveau secrétaire général vient d'intégrer l'organigramme de ce parti anti-chômage. Le poste de secrétaire général étant stratégique, le nouveau promu devra veiller à la gestion au quotidien du parti pour gagner les élections à tous les niveaux. La nomination des hauts cadres présents aux hautes fonctions de notre parti procède du besoin de renforcer les directoires nationaux et l'interfédération de Kinshasa et de revitaliser le travail de terrain en vue de mieux positionner notre parti politique et notre famille politique face aux élections de 2023. Les camarades qui sont nommés, et je les exhorte à travailler d'arrache-pied pour permettre à notre parti de consolider sa position sur terrain en préparant nos bases à affronter avec sérénité les joutes électorales qui pointent à l'horizon. Pour le président du parti, Dieudonné Nkishi, les stratégies sont en train d'être peaufinées pour soutenir la candidature du chef de l'État Félix Tshisekedi pour son deuxième quinquennat. Et la nouvelle équipe dirigeante des lignes maritimes congolaises a pris officiellement ses fonctions. Le directeur entrant, Jean-Claude Mbia Mwenza, a promis d'exécuter le plan de relance 2021-2023 tout en apportant quelques retouches pour que celui-ci soit adapté au contexte économique actuel. Christian Bokaya. Après le premier conseil d'administration et l'assemblée générale, c'était au tour de la remise et reprise. Tout l'après-midi de ce vendredi, le siège des LMC a été inondé des agents et cadres, le militant de partis politiques et autres sympathisants. Personne ne voulait rater cet événement si particulier.
Dans son speech, le directeur général sortant, Cédric Chizainga Kapumba, a remercié tout d'abord le président de la République et l'ensemble du personnel et a souhaité un fructueux mandat à la nouvelle équipe. À ce jour où je rends le tablier, je remis entre les mains de la nouvelle direction générale une société viable et en pleine expansion. Puis s'en suivra la cérémonie officielle de la remise et reprise entre Cédric Chizainga le sortant et Jean-Claude Mukendi Yamunza l'entrant. Le nouveau patron de l'armement national, Jean-Claude Mukendi, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour avoir jeté son dévolu sur sa modeste personne. Son mandat s'inscrit dans l'exécution du plan de relance 2021-2023 avec quelques réajustements pour l'adapter au contexte économique. Notre vision priorise sans ambages l'acquisition des navires en propre afin de relancer efficacement les activités de l'entreprise. Aux côtés du directeur général, Gisèle Mboissiem, directrice générale adjointe, s'engage à poursuivre l'élan de la relance du géant des mers congolais. La journée sera clôturée par une visite guidée des installations de la direction générale en présence du président du conseil d'administration, Lambert Mendeo Malanga, et du prince Kandala, représentant de la madame la ministre d'État, ministre du portefeuille. L'inspection générale des finances a fêté ses 35 ans. C'était l'occasion pour Jules Alingueté d'inviter tous ses collègues inspecteurs à plus de responsabilités dans leur travail de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Commentaire de Jean-David Kilolo. 1987-2022, 35e anniversaire de l'inspection générale des finances. L'occasion pour l'inspecteur général chef des services Jules Alingueté d'inviter ses collaborateurs à redoubler d'ardeur pour maintenir les caps, surtout dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Plusieurs invités des marques ont répondu présent à l'appel de Jules Alingueté, qui a saisi l'occasion pour saluer la présence de ses convives ainsi que la communauté de l'IGF honorée du fait qu'elle se trouve au centre de l'implantation de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Il nous revient de nous interroger sur l'existence d'une adaptation perpétuelle du cadre changeant de la gestion des finances publiques ainsi qu'aux défis auxquels ces changements nous appellent. Pour marquer cet événement, 2 inspecteurs femmes ont tour à tour partagé avec l'auditoire leur expérience, mais également le mode de recrutement rigoureux auquel elles étaient soumises pour être admises à l'inspection générale des finances. Toujours au chapitre des témoignages, un inspecteur général des finances a fait savoir à la grande satisfaction de l'assistance comment il se rend en mission avec un sac contenant l'effigie du chef de l'État Félix Tshisekedi et de Jules Alingueté comme un matériel didactique. Ces photos sont dissuasives à l'encontre des prédateurs. Pour sa part, le directeur de cabinet du chef de l'État Guylaine Yembo a félicité l'IGF pour le travail des titans qu'il abat pour l'intérêt général et demande à ce que l'IGF continue son travail. Vous méritez votre travail et que toute la nation est derrière vous. L'inspecteur général chef des services Jules Alingueté annonce pour bientôt un immeuble ultra moderne pour abriter les différents services de l'IGF. La députée nationale et rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Colette Tchomba, a remis des brevets et des fonds à une centaine de femmes de la circonscription de Funa, bénéficiaires d'une formation en agro-business. La cérémonie des remises s'est déroulée dans la salle de fête La Conforta, dans la commune de Kassavubu, où elle a été accueillie par une foule immense composée des membres de l'ASBL, Dynamique Mamande Mobateli. À son entrée, les récipiendaires qui ont suivi la formation en agrobusiness l'ont offert quelques produits agricoles à titre de remerciement pour les connaissances acquises dans l'agriculture à travers cette formation. À sa prise de parole lors de la cérémonie des remises des brevets, la députée Colette Tchomba a circonscrit les cadres quant à la circonstance qui a réuni ces femmes venues de toutes les communes du district de la Funa. La rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale a exhorté ses convives de l'importance de l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire et moyen de développement de la société. C'était des vacances parlementaires sans repos. Nous avons pendant cette période encadré une centaine de femmes, les habitués à la culture des champs. Nous les avons formées donc à l'agroalimentaire. Elles ont eu à
planter certains produits de première nécessité. Et pendant cette période, nous les avons aussi appris à transformer ces produits et ça peut en fait leur rendre indépendants. Parmi les temps émouvants de la cérémonie, Colette Chombatundu a remis les brevets et les enveloppes contenant des sommes importantes d'argent aux femmes formées pour qu'elles se procurent de produits afin de lancer leur propre activité champêtre pour leur autonomisation. Et en religion, la communauté islamique au Congo a commémoré les 40 jours après Ashura du prophète Hussein ce samedi à l'Unico. L'Arbaïn est une commémoration chiite qui marque la fin du deuil de l'imam. C'est une expression d'amour et de compassion à la famille du prophète Hussein que l'Assemblée islamique de Haout Bait au Congo a manifesté à l'occasion de la cérémonie d'Arbaïn. Cette journée coïncide avec le 40e jour de la mort en martyr de l'imam Hussein qui marque le deuil d'Ashura. La cérémonie s'est déroulée en présence des érudits religieux, des diplomates iraniens, des personnalités religieuses et scientifiques. 3 prédicateurs ont fait le tour du perchoir, dont Issam Baki, représentant les Ghats des chiites en RDC, qui a rappelé le motif de cette journée. Nous célébrons cette journée pour nous rappeler des atrocités et les oppressions que les fils du prophète Mohammed, qui est l'imam Hussein, ont subi avec sa famille et ses disciples. Nous nous rappelons de cela suite aux multiples hadiths de la famille du prophète qui nous parlent de cet événement. Pour montrer notre amour envers les prophètes et les membres de sa famille, nous avons encore une fois manifesté, célébré cet événement. Prières, chansons et scènes de théâtre à l'honneur de Hussein, martyr du Karbala, ont clôturé l'activité. Et puis au Sénégal, le président de la République Macky Sall a porté son choix sur son ancien ministre des Finances et des Affaires étrangères pour diriger le gouvernement, fonction qu'il a rétablie il y a exactement 10 mois. Le nouveau chef de l'exécutif, Amadou Ba, aura pour mission notamment de mener des larges concertations et de prendre de nouvelles mesures sur le plan social. Place au rappel des titres à présent. Le ministère de l'économie a publié la nouvelle grille des prix des produits pétroliers. À Kinshasa, le litre d'essence va désormais se vendre à 2695 francs congolais contre 2685 francs pour le gasoil et 2300 pour le pétrole. Et encore un déguerpissement jugé irrégulier et illégal à Kinshasa. Un Mobutu a été forcé de quitter sa villa de la commune de la Gombe, pourtant acquis régulièrement il y a des décennies selon ses avocats. Et à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, après la crise, l'épée de Damoclès est tombée sur l'intérimaire en chef Olivier Moucheté, suspendu par la ministre de l'Environnement. L'écarté était souvent en bruit avec son adjoint qui lui aussi est tombé. Et sur le continent, le Sénégal a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Amadou Ba, ancien ministre des Finances et des Affaires étrangères. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu.